peut-être vous pouviez un petit peu apprécier mon regard sur le numérique et surtout la dimension technologique et technique qui est quand même, qui s'incarne aujourd'hui avec ce qu'on a choisi d'appeler la ville intelligente. Je suis un historien de religion, on me pose souvent la question, comment se fait-il un historien de religion travaille sur le numérique? Je rappelle aux gens qui oublient souvent que la religion a été la première et peut-être la plus efficace entreprise de communication et de médiation qui ait jamais été imaginée. Alors je suis dans mon sujet légitime, si je me permets de dire, avec des petites modulations. Mais au-delà de là aussi, je ne peux pas ne pas avoir, si vous voulez, un regard un peu de la longue durée et un regard historique avec ce qui nous arrive avec la culture numérique. Tout d'abord, moi j'insiste sur le mot culture dans le contexte du numérique. Il me semble, on peut en discuter après si on a encore le temps, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, que quand même l'informatique, que je distingue du numérique, l'informatique est une science assez particulière. Elle a commencé comme une branche des mathématiques, elle s'est autonomisée relativement rapidement, et chose assez intéressante, elle est devenue une industrie. À l'époque, il n'y avait peut-être que la chimie, qui est devenue une industrie, et aujourd'hui, on a les sciences de la vie qui sont en train de devenir également des industries, mais c'est en grande partie en collaboration avec l'informatique. Mais l'informatique, qui est spécifique et assez rare, est devenue une culture. Elle est devenue une culture parce qu'elle intervient dans le quotidien à tel point qu'il est impossible de distinguer comme une technique spécifique, comme une forme de calcul, comme une machine algorithmique. Et elle est surtout la dimension sociale qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, avec la ville intelligente. C'est cette dimension-là qui est au fond de ma réflexion. Alors moi, j'ai décidé de prendre, en insistant, les deux mots ville et intelligente. Alors ville, évidemment, en français, mais il y a ville et il y a cité. Le titre que j'avais donné à mon intervention, c'était le droit à la cité numérique. C'était un clin d'œil à un ouvrage classique, assez problématique, mais très important, qui a été publié en 1968 par Henri Lefebvre, un historien, un sociologue marxiste, et qui s'intitule « Le droit à la ville », et qui a essayé de démontrer dans son analyse, qui quand même reste à certains égards très très pertinente, qu'il y a eu une modification essentielle dans la mutation de l'espace quotidien dans les années 50-60, et c'est l'hybridation entre l'espace de travail et l'espace de résidence. Et il me semble aujourd'hui, on est en train, dans la culture numérique, de vivre le triomphe de l'hybride, surtout avec la plasticité de l'espace de travail et l'espace du confidentiel et du privé. Ce qui permet de repenser la manière dont on fait l'espace et la manière dont on l'habite. Quand je parle d'humanisme numérique, ce n'est pas une notion ni une conception nostalgique, c'est plutôt tout à fait lié à l'espace, parce qu'il me semble qu'il y a deux éléments en gros qui nous caractérisent comme humains, c'est à la fois la langue, la parole, le langage, mais c'est surtout qu'on est incapable de ne pas façonner l'espace. Chaque fois qu'on habite quelque chose, on le dessine, on le modifie, on crée des spécificités avec la spatialité. Et c'est cette dimension qui est en train de se jouer avec le concept, tel qu'on a vu toute la journée, de la ville intelligente. Mais pour revenir à la notion de ville, il me semble, c'est une thèse qui a été développée par un linguiste, Émile Benveniste, moi j'essaie de la pousser dans une autre direction, que le modèle occidental de la ville se base sur deux conceptions contradictoires et avec lesquelles on est toujours en train de vivre. Il y a le modèle grec, qui est toujours avec nous, qui est la police, la cité grecque, et qui donne, même dans la langue, dans le langage, accès aux citoyens. On dit Québec, Québécois, pas Québécois, Québec. La spécificité du modèle grec, qui est souvent associé à la démocratie, il ne faut pas l'oublier, est que le citoyen est autochtone. Et c'est quelque chose qu'on a souvent oublié, que malgré la dimension démocratique, il fallait être de la terre, autochtone. Or, aujourd'hui, on voit très bien que c'est le nomadisme qui caractérise, surtout avec la mobilité, la dimension de la ville, et surtout ce qu'on a choisi d'appeler la ville intelligente. Et du coup, il nous faut repenser un petit peu le modèle qui est ancré dans un héritage qui ne cesse d'alimenter et de nourrir l'imaginaire de la ville dans son intelligence économique, culturelle et sociale et politique. Et il faut y penser. Il y a un autre modèle qui est très important, qu'on a souvent oublié pour des raisons complexes, qui est le modèle romain et qui est l'inverse du modèle grec. Pour les Romains, ce n'était ni le sol ni le sang qui déterminait la citoyenneté. C'était un geste d'appartenance et la ville, même Rome, n'était pas le lieu géographique. C'était le lieu
la présence des sénateurs qui sont les représentants de la ville et de l'Empire romain. Ça peut se déplacer, peuvent être n'importe où, et Rome les accompagne. Il me semble qu'on est en train de vivre une mutation, une négociation entre le modèle grec qui est ancré dans notre imaginaire de la démocratie, un modèle romain qui est plutôt, pour utiliser le vocabulaire qui est le nôtre aujourd'hui, collaboratif, participatif et ouvert à des formes d'accès qui ne sont pas liées à une forme de l'identité qui est déterminée par les critères qui nous semblent peut-être aujourd'hui assez problématiques. Alors c'est juste un premier regard sur la ville. Pour parler de l'intelligence, évidemment, intelligence, la ville intelligente, c'est une traduction de smart, smart city. Alors il se trouve qu'en anglais, smart et intelligence, ce n'est pas nécessairement la même chose. Alors pour traduire, il suffit de regarder, c'est là où j'ai voulu jouer avec l'étymologie évidemment. Smart, pour une traduction exacte, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est astucieux, mais c'est surtout rusé. C'est cette manière qui quand même est un concept grec très, très important qui s'appelle la métisse. Les Grecs avaient des dieux et des déesses pour tout. Effectivement, dans le monde polythéiste, il existait une déesse qui s'appelait Métis. Il existe un très très beau livre qui s'intitule Les ruses de l'intelligence, qui a été écrit par Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne et qui décrit toutes les astuces, toutes les manières de contourner les contraintes afin de pouvoir faire ce qui est impossible à faire selon les règles établies. Et il me semble que dans la ville intelligente, on est en train de négocier cette frontière qui est entre ce qui est établi, parce que quand même on a énormément, on a parlé, et c'est évidemment le cas, la surabondance de l'information. Quand on est dans le monde numérique, on ne peut que être tracé. C'est quelque chose de tout à fait important. Mais il me semble qu'il y a aussi des sauts épistémologiques et cognitifs qui sont importants. Et il ne faut pas toujours associer dans le modèle de la cité numérique la trace avec l'intention ou l'intentionnalité. On le voit assez souvent parce que c'est un modèle de la pertinence qui joue beaucoup, par exemple, tous les moteurs de recommandation de vente, Amazon, ainsi de suite, qui vous suggèrent un livre. Si vous n'avez jamais acheté un livre pour offrir comme cadeau à quelqu'un, pendant 2 mois, vous avez le droit à des livres dans le même genre. Pourquoi ? Parce que la trace est associée à une forme d'intention qui n'est pas nécessairement que locale. Mais pour eux, c'est économiquement très très payant, on le sait très bien. Mais là, on a des questions qui se posent sur cette dimension. C'est juste un premier élément. Deuxième élément qui me semble très important dans la ville intelligente, telle qu'on la voit avec l'infrastructure, avec l'accès aux données, avec surtout le statut de l'individu. Et c'est là où on voit un flou dans le vocabulaire qui pour moi est très pertinent et révélateur. On parle à la fois de l'utilisateur, du citoyen. Il y a un statut qui flotte entre quel est le statut, la fonction et surtout le rôle joué par l'individu. Et il me semble qu'il ne faut pas, parce que quand même on est dans une logique en partie, et seulement en partie, j'en suis très conscient, de réception, de captation de données qui sont générées soit volontairement ou involontairement. Il ne faut pas que le citoyen soit réduit à l'émetteur ou à une forme de capteur de données. Il faut donner accès à ces données de manière qui rend de plus en plus difficile effectivement la gestion et la circulation de l'information, mais qui en même temps permettent de repenser effectivement la spatialité et surtout l'espace de travail comme la sociabilité. Parce que le second élément, je vais reprendre un peu un terme qui a été évoqué par Jean-Marie Tribois, il me semble que la ville intelligente est un enjeu capital parce que quand même c'est quelque chose qui met en relief la nécessité de renégocier, de réimaginer et surtout de repenser la confiance sociale. Parce que ça touche au domaine du privé, ça touche au domaine de l'efficacité, ça touche au domaine économique, comme également aux domaines qui sont de la manière dont l'information qui est produite peut être accessible et quels sont les enjeux de cet accès, que ce soit les big data ou que ce soit les données qui sont, disons, d'ordre spécifiquement restreint. Et du coup, il y a plusieurs conséquences. Si on pense à la confiance sociale, tout de suite, on est tenté de dire qu'avec la configuration de la ville intelligente et le retour, si on accepte que c'est le siècle des villes qui est en train de se lancer, il faut quand même rappeler qu'on a eu, surtout en Europe, une grande tradition politique des villes. Il suffit de penser à l'Italie. Venise a été évoquée, Florence, Sienne. On a eu des formes de gouvernement et de gouvernance qui n'étaient pas sur l'échelle de la nation, mais de l'échelle des villes et qui ont su survivre.
Le monde grec était pareil. Sparte n'était pas du tout Athènes. Les constitutions étaient très très distinctes. Et l'éducation, la pédagogie, ainsi de suite. Mais il me semble, avec la ville intelligente, on est en train de quand même mettre en place, sans le savoir, c'est ça ce qui est intéressant, une nouvelle manière de faire société. Et c'est la construction du lien social qui est quand même l'enjeu principal, au-delà de la gestion qui est importante. Je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas le cas, que c'est le lien social lui-même qui est en train de se mettre en place. Je vais vous donner un exemple très très simple pour illustrer comment ça peut jouer. Par exemple, j'ai travaillé en France, dans le contexte français, puisque c'est une année électorale, sur le vote électronique en France. Et ce qu'on a observé, c'est en effet qu'il y a un problème qui se pose pour le législateur pour concevoir l'authenticité du vote électronique. Pour quelles raisons? Non pas pour des raisons de sécurité, mais parce qu'ils se rendent compte que les jeunes aujourd'hui, mais pas seulement les jeunes, votent tous les jours. Il suffit de regarder un réseau social, tous les boutons I like, j'aime, ainsi de suite, sont des gestes de vote. On a banalisé le vote et on oublie que cette banalisation joue un rôle modificateur dans la perception de l'action et de l'intervention politique. Il me semble que c'est dans ces dimensions-là également qu'on voit comment on peut véhiculer des valeurs qui sont des valeurs sociales, politiques, éthiques, et qui jouent et qui après vont conditionner, façonner la manière dont on peut interagir avec la ville intelligente.